Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 24 mai. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur l'actualité locale avec nos invités, mais également avec les journalistes de cette rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Internet en très haut débit dans tout le département, c'est l'objectif du conseil départemental Yvelines Numérique, un syndicat mixte créé dans le but de relier plus de 100 000 foyers à un réseau très haut débit à l'horizon 2020 a officiellement été lancé vendredi dernier à Versailles. Violence contre les policiers dans les manifestations, voitures incendiées, les forces de l'ordre ont manifesté la semaine dernière pour exprimer leur colère et la situation tendue qui est la leur en ce moment. Pour nous en parler ce soir, notre invitée, c'est Marilyn Béraud, secrétaire régionale syndicat Alliance Police Nationale des Yvelines. Et l'Euro 2016 de football approche à grands pas pour tenter de gagner les rares et précieux billets pour assister au match. Des Eurodictées sont organisés. Samedi, c'est Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, qui s'est mis dans la peau d'un professeur à Trappes. Nous y étions. Et pour commencer ce journal, la pénurie d'essence qui est plus que jamais d'actualité. En France, une station-service sur 4 souffre de pénurie partielle ou totale. Le département des Yvelines n'y échappe pas. Pourtant, il y a peu de stations, comme vous le voyez actuellement sur la carte, qui sont en rupture totale d'essence sur notre territoire. Mais les files d'attente sont toujours plus longues autour des stations d'essence. Beaucoup d'automobilistes font des provisions par précaution plus que par nécessité. Pourtant, la situation devrait durer. La CGT entend continuer les blocages des raffineries pour se faire entendre par le gouvernement, comme l'explique Emmanuel Lépine, le secrétaire général de la branche pétrole de la CGT. Écoutez-le, nous l'avons eu au téléphone ce matin. Enfin, à l'heure où on parle, 8 raffineries sur 8 en grève dans le pays. Et puis également d'autres secteurs qui commencent à bouger, par exemple la pétrochimie, qui aussi s'est mis en grève reconductible chez Nafta Chimie et puis aussi à Gravenchon, puisqu'il y a un site pétrochimique à Gravenchon. C'est illimité, reconductible, donc oui, tant que notre travail ne sera pas débouté et retiré, on prolonge. Et je vous le disais en titre, le déploiement du très haut débit pour le grand public s'intensifie. Dans le département, le conseil départemental des Yvelines a officiellement lancé Yvelines Numérique vendredi dernier. C'était à Versailles, un syndicat mixte ouvert et créé dans le but de relier plus de 100 000 foyers à un réseau très haut débit, et cela à l'horizon 2020. Les précisions de Camille Lambert. Le très haut débit pour tous d'ici 2020, c'est l'objectif que s'est donné le conseil départemental des Yvelines. Vendredi 20 mai à Versailles, Pierre Bédier, président du conseil départemental, et Carl Olive ont présenté le syndicat mixte ouvert Yvelines Numérique, une structure publique créée par le département qui permettra de déployer le réseau très haut débit pour le grand public, comme l'explique son vice-président. Alors plusieurs solutions. D'abord, la possibilité d'être fibré très rapidement, ça c'est la première. La deuxième, pour des zones un tout petit peu plus reculées où, je dirais, les kilomètres de voirie à faire, les kilomètres de fibres à pouvoir accomplir sont trop importantes. Il y a une montée en débit qui est proposée. Sur les 262 communes yvelinoises, seulement 104 sont gérées par les opérateurs privés. 158 communes sont donc concernées par ce nouveau syndicat. Des zones essentiellement rurales, 100 000 foyers attendent encore d'être équipés du très haut débit. C'est au service public de se déployer. Mais ce service public, aujourd'hui, il a un coût. Le coût, il est assuré par les contribuables. Donc c'est cet équilibre entre le consommateur et le contribuable que notre collectivité essaye de mettre en œuvre de la façon la plus pertinente possible. Le syndicat Yvelines Numérique envisage d'investir 110 millions d'euros pour mener à bien cette opération, financée en majorité par le département. 9 intercommunalités adhèrent déjà au dispositif. Les territoires de Versailles-Grand-Parc et Saint-Quentin en Yvelines n'en font pas encore partie. La CGT des Yvelines a organisé ce vendredi une première soirée porte ouverte destinée aux salariés des très petites entreprises. Les responsables du syndicat ont reçu à cette occasion des dizaines de salariés pour les informer sur leurs droits dans les TPE. Un reportage signé Mickaël Elmidoro. Les très petites entreprises regroupent plus de 80 000 salariés dans le département. Pour les informer sur leurs droits, la CGT des Yvelines a organisé ce vendredi soir à Trappes une soirée porte ouverte sur les TPE. Au programme de la réunion, des débats sur les conditions de travail, les salaires ou encore les formations. La CGT a l'ambition d'être le syndicat de tous les salariés dans toute leur diversité. Les salariés des très petites entreprises, donc moins de 11 salariés,
100 représentants du personnel dans l'entreprise sont très nombreux dans des tas de secteurs différents. Donc c'est bien sûr un enjeu de pouvoir les toucher, les organiser, discuter avec eux de ce qu'ils vivent au travail et de comment on peut améliorer les choses dans leur travail. Pour présenter leurs actions, le syndicat a projeté un film sur les TPE dans la salle. Des dizaines de pochettes d'informations ont également été remises à cette occasion. On a mis dans ces pochettes d'accueil notre répertoire du département, donc avec ce qu'on fait dans les Yvelines, des modèles de lettres, des coordonnées utiles. On a aussi des tracts spécifiques au TPE ou par métier. Et puis ça annonce un petit peu nos dates sur le département. Au total, une vingtaine de salariés a participé à l'événement. La prochaine réunion de la CGT se tiendra le 6 juin au 24 rue Jean Jaurès à Trappes. Le rendez-vous concernera les salariés du secteur des hôtels, des cafés et des restaurants. Et il est temps à présent de passer à notre entretien. Aujourd'hui, nous recevons Marine Béraud, secrétaire régionale syndicat Alliance Police Nationale. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le 18 mai dernier, les syndicats de policiers se sont mobilisés et ont exprimé leur colère dans la rue. La situation est aujourd'hui plus que tendue. Oui, tout à fait. Comme vous le disiez, donc, une manifestation au nom d'Alliance Police Nationale a été organisée en date du 18 mai pour que nos collègues puissent dénoncer la haine anti-flic et la stigmatisation qui est faite aujourd'hui des policiers sur le terrain. Alors aujourd'hui, la situation se complique un peu plus avec cette pénurie de carburant pour vous. Est-ce que tout d'abord, d'un point de vue logistique, ça n'empêche rien? Vous pouvez toujours circuler et faire votre travail correctement? Tout à fait. Ça pose absolument aucun problème. Les collègues peuvent toujours patrouiller et puis travailler dans de bonnes conditions. Après, s'il y a des complications, je pense qu'il y aura quand même des consignes de donner à hauteur de la direction départementale, voire du préfet, pour que le nécessaire soit fait. Alors vous allez également être mobilisé, par exemple, sur le blocage des raffineries, comme ce matin, ce qui s'est passé à Fos-sur-Mer, où donc la police est arrivée pour lever le barrage mis en place par la CGT. C'est plus de travail pour vous? Est-ce que ça vous inquiète? Plus de travail, non, ça reste quand même des missions de police. Maintenant, les collègues, quand ils sont amenés et quand ils sont mobilisés justement pour pouvoir rétablir une situation, ils font tout simplement leur travail. Maintenant, il n'y a pas plus d'inquiétude comme ça, parce que ça reste quand même des collègues et des policiers qui sont professionnels et qui sont formés pour ça. Et dans les stations essence, est-ce que vous avez assisté peut-être à des stations un peu tendues avec les automobilistes qui viennent s'approvisionner? Parfois, on leur refuse. Absolument pas. D'ailleurs, j'en discutais tout à l'heure avec des collègues du département. Absolument pas. Il n'y a pas eu d'incident de relevé au sein de certaines stations. Alors, je voudrais revenir donc sur la manifestation du 18 mai, qu'on a vu cette voiture incendiée, ce policier blessé. Est-ce que ça reflète vraiment la situation des policiers en France aujourd'hui? C'est vraiment ça, ce qu'ils vivent au jour le jour? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est des images et une vidéo qui est parlante, qui est criante et qui montre tout à fait la violence qui est exercée à l'encontre de mes collègues dans l'exercice de leurs fonctions. Est-ce que vous avez déjà connu des situations, un tel contexte auparavant, ou c'est quand même assez exceptionnel ce qui se passe aujourd'hui? Je dirais que cette violence, elle a toujours existé, ça a toujours été exercé à l'encontre des forces de l'ordre, mais ça a pris au fur et à mesure des années, ça a pris de l'ampleur. Et donc c'est de l'agressivité qui est de plus en plus importante et omniprésente. Alors qu'on voit par exemple après les attentats donc du 13 novembre, les Français donc, ont plébiscité les forces de l'ordre. Aujourd'hui, la situation, les Français ne sont pas tous contre la police, mais quand même on voit qu'il y a un sentiment un peu de haine parfois, on peut le dire. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous le ressentez ça? Même que vous dites vos collègues également? Mais je pense que c'est tout simplement véhiculé par des vidéos ponctuellement qu'on va voir, qui sont diffusées sur YouTube, où on va prendre des situations bien particulières dans lesquelles les collègues se trouvent. Et il y a une interprétation d'un comportement, d'un geste, sans qu'on ait les tenants et les aboutissants d'une situation. On ne montre pas une situation, ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Donc c'est sûr que ça donne une mauvaise image de mes collègues. Alors justement, on voit que dans la manifestation contre justement l'article 49.3, le projet de loi travail, c'est quand même très violent. On dit que les casseurs, ce sont des casseurs professionnels, des gens qu'on retrouve qui sont sur les ZADI, sur les barrages de Sivins. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que finalement, peut-être que ce sont tous les Français qui, excédés, se livrent à des actes de violence? Non, je ne pense pas que ce soit tous les Français, effectivement. Je pense qu'il y a un groupe de personnes rebelles qui veulent en découdre tout simplement avec la police, qui se mélangent à des manifestations qui peuvent être pacifiques et qui vont en profiter de ce fait de pouvoir dégrader, de descendre des vitres au niveau des commerçants. Mais maintenant, c'est une attitude qui n'est pas propre à toute la population.
Quand on voit que le policier qui a vu sa voiture se faire incendier, qui a été blessé, a été décoré par le gouvernement, par François Hollande, vous en pensez quoi? Vous dites alors voilà, ce policier-là, il a été décoré, mais finalement, nous, on ne nous aide pas, on ne nous entend pas? Non, je pense qu'il soit décoré et qu'il y ait une reconnaissance, je dirais, le fait notamment de le nommer gardien de la paix et qu'il soit décoré, c'est tout à fait normal parce qu'il y a quand même un sentiment de la part de mes collègues de ne pas avoir, si vous voulez, de reconnaissance déjà au niveau de la hiérarchie et ponctuellement au niveau de la population. Donc ça reste quand même significatif et on prend en considération le côté dangereux de la profession qu'on exerce au quotidien parce que derrière tout ça, il y a quand même un danger de leur vie pour les hommes et les femmes qui composent de la police nationale aujourd'hui. Après les attentats également, il y a une grosse campagne de communication pour recruter justement des policiers, faire entrer des gens dans la police nationale. C'est vrai qu'après les attentats, il y a beaucoup de gens qui se sont dirigés vers ça, qui ont voulu entrer dans la police nationale. Est-ce qu'après, quand on voit des événements comme ça, les policiers se font agresser, du coup il y a moins de personnes qui vont vouloir y aller? Est-ce que vous allez être en manque d'effectifs? Non, absolument pas. On a toujours du monde qui va candidater pour devenir effectivement policier parce qu'on épouse une profession qui est quand même bien particulière et aujourd'hui c'est une profession qui est quand même pas mal médiatisée. Donc je pense que les personnes qui candidatent et qui sont recrutées rentrent en tout état de cause. Et vous avez des collègues peut-être qui justement en ont marre de ces situations, ont ras-le-bol et peut-être décident de démissionner? Non, justement, ça peut être contradictoire, mais mes collègues, du fait qu'il y ait eu les attentats, du fait qu'il y ait eu la mise en place de l'état d'urgence, restent quand même motivés, mobilisés pour pouvoir protéger la population, malgré quand même une grande fatigue et un épuisement, parce qu'on a eu des restrictions, notamment en termes de congés, et donc il y a une récupération physiologique qui peut être mise en péril. Alors justement, on parle des bavures policières dans les manifestations. Est-ce que pour vous, voilà, c'est des cas isolés, mais ça arrive, c'est dû à l'état d'urgence? Est-ce que les policiers sont justement trop mobilisés, ils ne peuvent pas prendre de congé et cela amène à faire des erreurs? Non. Il peut y avoir effectivement des cas isolés. Pour autant, il faut savoir que dans la police nationale, il y a quand même des instances qui sont là aussi pour statuer, pour pouvoir effectivement prendre des décisions de sanctions. Maintenant, si les collègues interviennent de telle ou telle façon, ils interviennent quand même de manière professionnelle. Ils sont formés pour ça. C'est une police qui est républicaine. Et ils ne sont pas là pour prôner la violence. Ils vont tout simplement essayer de cadrer une situation, de cadrer des personnes qui vont être récalcitrantes pour amener l'ordre public. Mais on ne voit pas de policiers passer à des actes de violence. L'état d'urgence, quand même, ça pousse un petit peu les forces de l'ordre à bout. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre de vacances depuis très longtemps. Oui. Ça quand même une situation assez tendue pour vous? Ça peut être tendu, effectivement, parce que, comme je vous disais, il y a une récupération physiologique qui est moindre, mais pour autant, en termes d'état d'esprit, mes collègues restent quand même mobilisés pour faire leur travail quand même au mieux. Après, c'est sûr que Alliance Police Nationale, on tire quand même la sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, il y a des recrutements qui se font, on est en baisse d'effectifs. Il n'y a pas assez d'effectifs, d'où le recrutement qui est en train de se faire. Justement, avec l'état d'urgence, la mobilisation qui a eu lieu le 18 mai, vous avez eu un échange avec le gouvernement. Quels sont les sons de cloche que vous avez? Alors, il y a eu un échange au niveau donc, de notre bureau national. Il y a eu un échange effectivement avec le gouvernement. Alliance Police Nationale, on a demandé notamment au ministre de l'Intérieur de pouvoir déposer plainte contre ces comportements qui nous semblent indignes, qui nous semblent dangereux et qu'il y ait des peines exemplaires à l'encontre de ceux qui commettent ces délits sur la voie publique. Est-ce que vous allez continuer à manifester? Il y aura d'autres mobilisations? Si nécessaire, oui. Tant qu'on n'aura pas un positionnement du gouvernement pour avoir des peines exemplaires. Dans les mois à venir, dans les semaines à venir, vous pouvez déjà en parler, dire qu'une date peut-être? Non, absolument pas de date. Et on va s'y préparer au fur et à mesure si c'est nécessaire. Mais pour l'instant, rien. Merci beaucoup Marine Béraud d'être venue sur le plateau et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Autre sujet maintenant, Wilfried Richy vient de nous rejoindre pour parler politique. Il est question une nouvelle fois de la primaire en vue des présidentielles, la primaire de la droite et du centre. Bien sûr, bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane, la primaire de la droite et du centre évidemment, car pour la gauche il faudra attendre le 18 juin. Le PS va décider ou non à cette date de renouveler l'expérience comme en 2012. La primaire de la droite, donc une élection ouverte à tous qui a en quelque sorte vampirisé la présidentielle. Un premier tour
avant le premier tour. Près de 23% des Français se disent prêts à y participer, selon une enquête réalisée au tout début du mois par Le Parisien et BFM TV. Et pour certains analystes, même celui qui s'imposera lors de ce scrutin, de cette primaire en novembre, sera sans doute le prochain président. Et aujourd'hui, toujours en tête dans les sondages, c'est Alain Juppé. Alain Juppé qui devance Nicolas Sarkozy, même si ce dernier n'est pas encore candidat officiellement. Viennent ensuite Bruno Le Maire, François Fillon ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet. Les candidats multiplient les déplacements depuis plusieurs semaines. Ils occupent leur terrain. Leurs comités de soutien prennent forme. La semaine dernière, celui d'Alain Juppé a d'ailleurs fait venir Christine Albanel. C'était à Versailles. Christine Albanel, c'est cette ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Elle a longtemps rédigé les discours aussi de Jacques Chirac avant d'occuper le poste de présidente de l'établissement public du château de Versailles de 2003 à 2007 pour ensuite aller s'installer à la culture et à la communication jusqu'en 2009. Alors pourquoi cette implication aujourd'hui aux côtés d'Alain Juppé? On écoute sa réponse au micro de Fanny Bourdillon. Alain Juppé n'a pas fait un choix de paillettes, n'a pas fait un choix de faux-semblants. Il veut dire très précisément ce qu'il fera. C'est très simple. Il dit « je ferai un mandat, je vais venir pendant 5 ans, je vais faire le job. Et je vais tout donner avec mon expérience, avec ce que je suis, avec mon âge aussi, que j'assume totalement. Et puis voilà. Et je ferai ce que j'ai dit. Mais j'ai aussi passé 20 ans de ma vie avec Jacques Chirac. Il y a une famille quand même chiracienne, avec un certain nombre de visions des choses, de valeurs, une façon d'aborder la vie politique. Et pour moi, Alain Juppé, c'est quelqu'un qui fait partie de cette famille. Alors Christine Albanel qui dans le même temps ne mâche pas ses mots envers Nicolas Sarkozy. Elle considère que l'ancien président était trop dans la communication. Il avait, je cite, plus une stratégie de communication que d'action. C'est l'ancienne ministre qui le dit. Il faut dire que les rapports entre les deux n'ont pas toujours été au beau fixe. Lorsque Nicolas Sarkozy a par exemple annoncé en 2008 la suppression de la publicité sur France Télévisions, Christine Albanel était donc sa ministre de la Culture et elle n'était même pas au courant. Nicolas Sarkozy a été beaucoup dans la communication. Et je le sais, puisque j'ai porté moi-même d'ailleurs des lois dans le domaine aussi de la communication. Je pense qu'Alain Juppé n'est pas en dehors de la communication. Bien sûr, il y a des règles aujourd'hui de nos sociétés politiques modernes, bien entendu. Mais c'est vrai que pour lui, la réflexion, la sincérité de l'engagement et ensuite l'action priment un effet nettement sur la communication. C'est vrai qu'effectivement, elle ne mâche pas ses mots. Que pense de ses propos Nicolas Sarkozy? On ne sait pas trop, forcément, il évite le sujet. Une chose est sûre, en tout cas pour Nicolas Sarkozy, pour lui, le chemin est encore long pour convaincre de sa légitimité sur cette nouvelle candidature. Un dernier chiffre, j'aime bien les chiffres dans cette chronique politique, 72%. 72% des Français qui ne souhaitent pas que le patron des Républicains se présente en 2017. C'est Libération qui l'a publié en début de semaine. Merci. C'est tout pour les chiffres cette semaine. Ce sera tout. Eh bien, nous passons maintenant orthographe et foot. Une fois n'est pas coutume, le 10 juin prochain. C'est pas compatible. Vous le savez, orthographe Wilfried, une émission spéciale d'ailleurs prévue le 10 juin prochain, débute en France l'Euro 2016. À cette occasion, la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organise des eurodictées, une épreuve qui invite les participants à tester leur orthographe afin de gagner des matchs. Les précieux billets pour assister à la compétition. Samedi, une de ces dictées a eu lieu à Trappes en présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Mélanie Poquet était présente, regardez. Ils étaient près de 300 à tenter le défi. Ces trappistes participaient à l'Eurodictée et ils n'ont pas tous le même but. Cette dictée-là, franchement, là, ce qui me plaît, là, c'est gagner les 25 places pour l'Euro 2016. C'est tout. Pour tester mes capacités en orthographe. Ça va me permettre d'estimer mon niveau parce que maintenant, comme je disais aux collègues, avec les correcteurs automatiques au travail, on ne fait plus trop attention à l'orthographe et on se laisse aller. 5 dictées sur les 12 ont déjà eu lieu en Île-de-France. Elles sont à l'initiative de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'idée, c'est de sortir la dictée de l'école et de montrer qu'autour d'une dictée, on peut faire un moment festif et tous se retrouver, quelle que soit notre génération ou notre milieu social. Le système d'évaluation, c'est plutôt ceux qui font le moins de fautes, de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a une sanction, mais plutôt un challenge, se dire je vais être le meilleur et je vais être celui qui fait le moins de fautes. À Trappes, ils se sont confrontés à un texte de Victor Hugo, 93, lu et dicté par la ministre de l'Éducation. Utiliser cette opportunité pour finalement faire revenir quand même les élèves, les jeunes, leurs parents à l'essentiel, c'est-à-dire la bonne maîtrise de la langue française et le bonheur que c'est en effet de maîtriser ce qu'on écrit, ce qu'on comprend, ce qu'on écoute. 10 personnes sont reparties avec 2 places pour des matchs de l'Euro. Une finale aura lieu le 10 juin avec d'autres cadeaux à gagner.
Et vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, l'Euro sera pleinement dans les Yvelines. Il y a 3 équipes qui seront installées dans notre département. Les Bleus, forcément, à Clairefontaine. La Russie sera à Croissy-sur-Seine et les Irlandais auront leur camp d'entraînement à Versailles. La rédaction vous propose d'ailleurs une émission spéciale. Ce sera le 8 juin sur l'Euro 2016. Il sera question de football, bien sûr, mais aussi des retombées économiques de l'Euro sur notre département. Prenons la direction d'Élancourt. À présent, la ville vient de signer une convention de labellisation UNICEF en présence de la présidente du comité yvelinoise des organisations des Nations Unies. Élancourt, dorénavant ville amie des enfants, un signe de reconnaissance pour les actions menées en matière de pédagogie numérique, d'éducation à la citoyenneté ou encore d'accueil de la petite enfance. Exemple d'initiative saluée, la plateforme destinée aux élèves du CP à la terminale de la commune baptisée élancourenligne.fr depuis 2012. 44 000 cours en vidéo ou encore 100 000 exercices interactifs sont proposés. Des devoirs de vacances sont aussi disponibles. Il est également possible de réviser le bac avec ce site internet. Et la nuit des musées, c'était ce samedi 21 mai en France, mais aussi dans toute l'Europe. Une opération à l'échelle européenne a été organisée par le ministère de la Culture et de la Communication. Près d'une centaine de personnes se sont rendues au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines, qui y participait comme chaque année. Une soirée mêlant les arts vivants, les collections, tout en abordant le mode de vie contemporain. Des installations artistiques comme celle de Benoît Hébaut sont venues compléter cette installation. Ce duo d'artistes franco-chinois réalise une collection de portraits inédits des habitants de Saint-Quentin en Yvelines et les visiteurs ont même pu les rencontrer. Écoutez. La présence des artistes, qui est un gros plus évidemment, de pouvoir les rencontrer et échanger avec eux, participer à leur œuvre, mais aussi de rencontrer toute l'équipe du musée qui est là pour échanger autour du futur projet. On peut discuter, on peut échanger et vraiment c'est une soirée qui est faite pour être conviviale, pour être un moment d'échange et de rencontre, ce qui est moins le cas d'habitude où évidemment dans nos activités quotidiennes on n'est pas toujours là pour répondre aux questions. Et pour terminer ce journal, la suite de notre série consacrée au Centre national du cinéma. Alors vous avez pu voir hier l'étendue du patrimoine cinématographique préservé sur le site du CNC de Bois d'Arcy. Nous vous proposons ce soir un reportage sur le service d'inventaire et logistique. Dans ce lieu, chaque pellicule déposée est inventoriée par ces professionnels qui vérifient l'identité de chaque produit afin de l'inscrire dans la base de données du patrimoine. William L. et Guillaume Lesquer. Quand le film arrive, le déposant doit nous remet un bordereau de remise de film qu'il a rempli lui-même, à savoir qu'il a rempli donc le titre du film, le réalisateur, l'année de réalisation, le numéro de visa, le nombre de boîtes et la nature de l'élément. Lorsqu'un film est déposé au CNC, c'est entre les mains d'Olivier et de ses collègues qu'il arrive en premier. Leur service, inventaire et logistique, c'est eux qui vont vérifier le contenu du produit et s'assurer de sa conformité. Nous sommes plus spécialement chargés de prendre en charge tous les nouveaux dépôts. Nous les recevons ici, nous inventorions le film, à savoir que nous déroulons le film, nous regardons le générique, nous remplissons une grille inventaire. Les films sont ensuite inscrits dans la base de données du CNC et renvoyés vers un espace de stockage précis. Ce qu'on appelle nous les boîtes d'origine, c'est quand le déposant arrive avec ces boîtes-là. Mais nous, on les change systématiquement. On tire une étiquette code barre, où on retrouve toutes les informations là. Donc, il y a le numéro de code barre, c'est stocké en fonction de la nature de l'élément. C'est-à-dire que toutes les copies vont dans une salle, les négatifs images dans une autre salle, etc. etc. Ceci pour éviter justement des cas, des accidents, entre guillemets, à savoir, on ne sait pas, des tremblements de terre, etc. Le service ne travaille pas seulement sur les nouvelles arrivées, mais aussi sur les rétrospectives des archives. Dans les années 70, les laboratoires ont confié de nombreux films au CNC qui n'ont pas pu être inventoriés à l'époque. Olivier doit parfois retrouver l'origine du film en identifiant les acteurs ou les décors, un véritable travail d'investigation. Dans notre base, il y a juste un titre, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas si c'est par exemple un film de fiction, un film de non-fiction, si c'est une copie, etc. Donc on demande à sortir les boîtes, on regarde ce qu'il y a dedans, et parfois on tombe sur des trésors. Ou parfois le film, la boîte ne correspond pas à l'élément qui est indiqué. Donc on rétablit tout ça, etc. Pour la suite, direction le service analyse et gestion. Muriel s'occupe des documentaires, c'est elle qui indexe les archives. Notre charge à nous, en fait, c'est de constituer un catalogue accessible par les internautes, par les différents publics qui sont concernés par nos films, pour qu'ils puissent ensuite nous demander à consulter les films. Donc ce sont aussi bien des films de fiction que des films documentaires,
on a des films institutionnels, on a des films scientifiques, des films de propagande, des films de toutes les époques, puisque les archives ont des films des débuts du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, c'est très très varié et on ne peut pas s'y retrouver si on ne fait pas un catalogage. Ici, les archives du CNC ne font pas seulement office d'une grande médiathèque scellée, mais aussi d'un outil de travail pour les professionnels. Et demain, prochain épisode de notre série consacrée au CNC. C'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Nicolas Kirillovitz pour le 7-8 Société. Thème du débat, le tabac et surtout l'arrivée des paquets neutres. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.